Le ciel au-dessus de Lyon était d'un gris métallique ce matin de septembre 1943, lourd de nuages bas qui semblaient pressés contre les toits des immeubles haussmanniens, comme s'ils voulaient étouffer la ville entière. L'air sentait la pluie à venir, mélangé à l'odeur âcre du charbon brûlé dans les poêles et au parfum fantôme du pain frais qui autrefois s'échappait des boulangeries à Chacot, mais qui maintenant n'était plus qu'un souvenir d'avant-guerre. Les rues pavées de la presqu'île brillaient d'humidité, reflétant les façades austères des bâtiments où des drapeaux nazis pendaient mollement, ces symboles odieux qui souillaient la beauté de la ville comme des cicatrices sur un visage aimé. Dans un petit appartement du 3e étage d'un immeuble de la rue de la République, où le papier peint à fleurs se décollait dans les coins et où les fenêtres laissaient passer les courants d'air malgré les chiffons bourrés dans les fentes, une femme nommée Élise Marchand se tenait devant un miroir fendu, arrangeant ses cheveux châtains en un chignon strict qui dissimulait leur longueur. Elle avait 28 ans. Mais les 3 années d'occupation avaient gravé des rides précoces autour de ses yeux noisettes, des lignes qui racontaient l'histoire de nuits sans sommeil, de peurs constantes et de décisions qui pesaient sur l'âme comme des pierres au fond d'une rivière. Ses mains, fines mais calleuses, tremblaient légèrement tandis qu'elle fixait une broche en argent sur le col de sa robe bleu marine, une robe qu'elle avait portée tant de fois qu'elle connaissait chaque reprise, chaque tache dissimulée. Ce matin-là, elle n'était pas simplement Élise Marchand, employée de bureau dans une compagnie d'assurance qui servait de couverture. Ce matin-là, elle était un maillon essentiel dans une chaîne de résistance qui s'étendait de Lyon jusqu'aux montagnes du Jura, et elle s'apprêtait à entreprendre une mission qui pourrait soit sauver 31 parachutistes français en danger, soit la conduire devant un peloton d'exécution allemand. Élise n'avait jamais imaginé devenir une résistante. Avant la guerre, elle menait une vie ordinaire et confortable dans le quartier de la Croix-Rousse, où elle avait grandi dans une famille de soyeux, ces tisserands lyonnais dont le métier avait fait la renommée de la ville pendant des siècles. Son père, Marcel, travaillait sur un métier à tisser dans un atelier exigu où le claquement des navettes créait une musique hypnotique, et sa mère, Geneviève, tenait une petite boutique où elle vendait les soieries que son mari produisait. Élise avait appris à lire dans les livres de comptabilité de sa mère, apprenant les chiffres avant les lettres, développant une précision mathématique qui servirait plus tard des fins qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Elle avait terminé ses études secondaires en 1933, époque où la France respirait encore l'insouciance d'après-guerre, où les cafés étaient pleins de discussions politiques passionnées et où personne n'imaginait qu'une nouvelle guerre pourrait éclater. Elle avait trouvé un emploi dans une compagnie d'assurance, un travail respectable pour une jeune femme. Et elle avait même été fiancée brièvement à un jeune homme nommé Philippe, un enseignant qui écrivait de la poésie et parlait de construire une vie ensemble dans une petite maison avec un jardin. Puis était venue 1940, l'invasion allemande qui avait déferlé sur la France comme un raz-de-marée, balayant l'armée française malgré sa réputation et ses fortifications. Philippe était mort à Dunkerque, noyé pendant l'évacuation, et Élise avait reçu la nouvelle par une lettre officielle si impersonnelle qu'elle avait eu l'impression qu'on lui annonçait la perte d'un objet plutôt que d'un être aimé. Si vous avez déjà ressenti cette rage impuissante face à l'injustice, si vous avez déjà voulu faire quelque chose, n'importe quoi, pour changer le cours des événements même quand tout semble perdu, alors vous comprenez ce qui a poussé Élise à rejoindre la résistance. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, car son histoire ne fait que commencer, et ce qu'elle accomplira au cours des prochaines heures restaurera votre foi dans le courage des gens ordinaires face à l'extraordinaire. L'occupation avait transformé Lyon en une ville de contradictions et de dangers cachés. En surface, la vie continuait avec une normalité forcée. Les gens allaient au travail, faisaient leurs courses avec des tickets de rationnement, s'arrêtaient dans les cafés pour un ersatz de café qui ne contenait presque pas de café. Mais sous cette façade de routine, une guerre secrète faisait rage dans les ombres et les ruelles, dans les caves et les greniers, entre ceux qui résistaient et ceux qui collaboraient ou opprimaient. Lyon était devenu un centre majeur de la résistance, en partie grâce à sa géographie, située à la confluence du Rhône et de la Saône, avec des accès vers la Suisse et vers les maquis des montagnes environnantes. Les Allemands le savaient, et la Gestapo avait établi son quartier général à l'hôtel Terminus près de la gare de Perrache, un endroit que tous les Lyonnais avaient appris à éviter, où des hommes et des femmes entraient d'où beaucoup ne ressortaient jamais, ou alors brisés au-delà de toute reconnaissance. Klaus Barbie, le boucher de Lyon, dirigeait les opérations de contre-résistance avec une cruauté méthodique qui terrorisait même les Allemands ordinaires. Élise avait rejoint la résistance presque par accident, ou peut-être par destin. Un soir de l'automne 1941, elle était rentrée chez elle pour trouver un homme blessé caché dans l'escalier de son immeuble, un jeune résistant qui avait été pris dans une rafle et qui avait réussi à s'échapper malgré une balle dans l'épaule. Il tremblait de fièvre et de douleur, et Élise avait pris une décision en une fraction de seconde. Cette première décision qui change tout. Elle l'avait fait monter dans son appartement, avait nettoyé et bandé sa blessure avec des draps déchirés et de l'alcool à friction, l'avait caché dans son armoire pendant 3 jours pendant que la Gestapo fouillait le quartier. Quand il avait été assez fort pour partir, il lui avait laissé une adresse de contact, un café près de la place Bellecour où elle pourrait se présenter si elle voulait aider davantage.
Élise avait passé 2 semaines à débattre avec elle-même, pesant la peur contre le besoin de faire quelque chose de significatif, de venger Philippe et tous les autres qui étaient morts pour rien. Finalement, elle s'était présentée au café, avait prononcé le mot de passe qu'on lui avait donné et avait été intégrée dans un réseau qui s'appelait simplement Combat, l'un des plus grands et des plus efficaces mouvements de résistance en zone occupée. Au début, on lui avait confié des tâches simples et relativement sûres. Elle transportait des messages cachés dans la doublure de son sac à main. Elle servait de guetteuse pendant que d'autres effectuaient des sabotages. Elle hébergeait occasionnellement des résistants en fuite pour une nuit ou deux. Mais Élise avait rapidement montré des compétences qui la rendaient précieuse au-delà de ses rôles de support. Elle avait une mémoire photographique pour les détails, capable de mémoriser des plans complexes après une seule lecture et de les reproduire sans note. Elle était calme sous pression, capable de mentir aux patrouilles allemandes avec un sourire et une histoire plausible même quand son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait l'entendre. Et surtout, elle avait appris à piloter. C'était son père qui l'avait emmenée pour la première fois dans un petit aérodrome près de Lyon quand elle avait 18 ans, un cadeau d'anniversaire extravagant qu'il avait économisé pendant des mois pour s'offrir. Marcel avait toujours rêvé de voler, mais sa vie de tisserand ne lui avait jamais permis de réaliser ce rêve. Alors il l'avait offert à sa fille. Élise avait pris sa première leçon de pilotage dans un vieux biplan caudron qui sentait l'huile et l'essence. Elle était tombée amoureuse instantanément de la sensation de liberté, du défi technique, de la vue du monde s'étendant en dessous comme une carte vivante. Elle avait continué les leçons chaque fois qu'elle pouvait se le permettre, obtenant finalement sa licence de pilote privé en 1937, à une époque où les femmes pilotes étaient rares mais pas inconnues, inspirées par des figures comme Hélène Boucher et Maryse Bastier qui avaient prouvé que les femmes pouvaient exceller dans l'aviation. Quand la guerre avait éclaté, Élise avait essayé de rejoindre l'armée de l'air comme pilote auxiliaire, mais on lui avait dit poliment que les femmes n'étaient pas acceptées pour les rôles de combat, qu'elles pouvaient servir comme infirmières ou secrétaires, mais pas aux commandes d'un avion. Cette frustration, ce rejet de ses compétences simplement à cause de son sexe, était devenu une autre couche de colère qui alimentait sa détermination. Maintenant, en 1943, ses compétences de pilote faisaient d'elle l'une des opératrices les plus précieuses du réseau combat. Elle effectuait ce qu'on appelait des opérations Lisandé, du nom des avions britanniques Westland Lisandé qui étaient utilisés pour ces missions. Ces avions étaient lents et peu armés, conçus pour l'observation et la liaison plutôt que pour le combat, ce qui les rendait vulnérables mais aussi parfaits pour atterrir et décoller de terrains improvisés dans la campagne française. Les Allemands se moquaient des Lisandés, les appelant Die Lamont, le canard boiteux, considérant que tout pilote assez fou pour voler dans un avion si lent méritait d'être abattu. Mais ce que les nazis ne comprenaient pas, c'était que la lenteur pouvait être un avantage. Le Lisandé pouvait voler à basse altitude, se faufiler sous les radars, atterrir sur des champs d'axe en grave peine 300 mètres de long, décoller en moins de 100 mètres. Dans les mains d'un pilote compétent, c'était un outil de précision, capable de livrer et de récupérer des agents, des armes et des informations avec une efficacité que les avions plus rapides ne pouvaient égaler. Élise avait effectué cette mission Lisandé au cours des 6 derniers mois, volant de nuit depuis des bases secrètes en Angleterre vers des sites d'atterrissage improvisés dans la campagne française, déposant des agents du SOE britannique et récupérant des résistants dont les couvertures avaient été compromises. Chaque mission était un exercice de précision et de nerfs d'acier, volant sans lumière à travers un ciel où les chasseurs de nuit allemands patrouillaient, guidés seulement par des cartes, une boussole et des signaux au sol faits avec des torches électriques. Cette mission, toute réussie, tout accompli sans être détecté. Mais celle d'aujourd'hui serait différente, plus dangereuse que tout ce qu'elle avait fait auparavant. Le briefing avait eu lieu la veille dans une cave sous une boulangerie abandonnée, l'un des nombreux points de rencontre secrets que le réseau utilisait. Le commandant du réseau, un homme que tout le monde appelait simplement Maurice, avait étalé une carte sur une table branlante éclairée par une seule bougie. Maurice était un ancien officier de l'armée française, un homme dans la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et des yeux qui avait vu trop de choses, mais qui conservait une intensité et une détermination qui inspiraient ceux qui travaillaient sous ses ordres. Il avait pointé un endroit sur la carte, une zone dans les montagnes du Jura près de la frontière suisse, et avait expliqué la situation avec la précision d'un rapport militaire. Un groupe de 31 parachutistes français des forces françaises libres avait été largué 3 semaines auparavant pour établir un contact avec les maquis locaux et organiser des opérations de sabotage contre les lignes de communication allemandes. La mission initiale avait été un succès. Ils avaient fait sauter 2 ponts ferroviaires et détruit un dépôt de munitions, mais ensuite tout avait mal tourné. Un traître dans un village local avait vendu leur position à la Gestapo, et maintenant ils étaient traqués dans les montagnes par des unités allemandes qui resserraient le filet. Les parachutistes avaient réussi à envoyer un message radio désespéré avant que leur opérateur soit blessé dans un accrochage. Ils étaient à court de munitions, de nourriture et de fournitures médicales. Ils avaient plusieurs blessés qui ne pouvaient pas marcher.
et ils étaient encerclés dans une zone qui se rétrécissait chaque jour. L'extraction par voie terrestre était impossible, les Allemands contrôlaient toutes les routes et patrouillaient les forêts avec des chiens. La seule option était une extraction aérienne, mais cela présentait des problèmes apparemment insurmontables. 31 hommes ne pouvaient pas être évacués par un seul Islandais, qui ne pouvait transporter que 3 passagers au maximum. Il faudrait au moins 10 vols, ce qui signifiait 10 atterrissages et décollages depuis un terrain improvisé en territoire hostile, 10 opportunités d'être repérés et interceptés. Maurice avait expliqué que Londres avait refusé d'autoriser l'opération, la jugeant trop risquée, trop susceptible de se terminer par la perte de l'avion, du pilote et des hommes qu'ils essayaient de sauver. Mais le réseau combat avait décidé de procéder quand même. Ces 31 hommes étaient français. Ils s'étaient portés volontaires pour revenir dans leurs pays occupés et se battre, et le réseau ne les abandonnerait pas simplement parce que Londres trouvait le sauvetage trop difficile. Maurice avait regardé Ellie directement dans les yeux et avait dit « Nous avons besoin d'un pilote assez fou pour tenter cela. Quelqu'un qui connaît ces montagnes, qui peut voler bas et rapide, qui ne panique pas sous le feu. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, Élise. C'est une mission suicide. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est toi. » Élise avait écouté l'explication complète, les détails du site d'atterrissage, les positions connues des forces allemandes, le plan pour effectuer les vols échelonnés sur 3 nuits pour minimiser le risque de détection. Elle avait posé des questions techniques sur le terrain, la météo prévue, les ressources de carburant disponibles. Et puis elle avait dit simplement « Je le ferai. Dites-moi quand et où. » Maurice avait hoché la tête, et Élise avait vu quelque chose dans son expression, du soulagement mélangé à de la culpabilité, la reconnaissance qu'il envoyait quelqu'un vers un danger presque certain. Maintenant, debout dans son appartement ce matin de septembre, Élise finissait ses préparatifs pour ce qui serait le premier vol d'une série qui déterminerait si 31 hommes vivraient ou mourraient. Elle avait dormi peut-être 2 heures, un sommeil agité rempli de rêves confus de vols et de chutes. Elle avait mangé un petit déjeuner frugal, du pain rassis avec une fine couche de confiture faite avec des betteraves à sucre parce que le vrai sucre était introuvable. Elle avait écrit une lettre à ses parents, une lettre qu'elle laissait dans un tiroir au cas où elle ne reviendrait pas, expliquant ce qu'elle avait fait et pourquoi, leur demandant de ne pas être en colère contre elle mais de comprendre qu'elle n'avait pas pu vivre avec elle-même si elle n'avait pas essayé. Elle avait vérifié sa tenue une dernière fois, s'assurant qu'elle n'avait rien sur elle qui pourrait identifier le réseau si elle était capturée. Elle avait glissé dans sa poche une petite capsule de cyanure, un cadeau sinistre du réseau pour tous les agents qui effectuaient des missions à haut risque, un moyen d'éviter l'interrogatoire et la torture si tout tournait mal. Elle espérait ne jamais avoir à l'utiliser, mais son simple poids dans sa poche était un rappel constant de ce qui était en jeu. À 9 heures précises, elle quitta son appartement, verrouillant la porte derrière elle et descendant les escaliers avec des pas mesurés qui ne trahissaient pas son anxiété. Dans la rue, Lyon s'éveillait lentement sous le ciel gris, des gens s'attendant vers leur destination avec des têtes baissées et des expressions fermées, personne ne faisant de contact visuel, chacun enfermé dans sa propre bulle de survie et de peur. Élise marcha jusqu'à un arrêt de tramway, monta dans un véhicule bondé qui sentait la sueur et le désespoir silencieux, et descendit 20 minutes plus tard près du parc de la Tête d'Or. De là, elle marcha à travers des rues résidentielles jusqu'à une maison particulière avec des volets bleus, frappant 3 fois, puis une fois, puis 2 fois selon le code établi. La porte s'ouvrit immédiatement, révélant un homme jeune avec une casquette qui fit un signe de tête et s'écarta pour la laisser entrer. À l'intérieur, dans un salon où les meubles avaient été poussés contre les murs, 3 autres membres du réseau attendaient, incluant Maurice qui fumait une cigarette avec des mouvements nerveux. « Le véhicule est prêt » dit-il sans préambule. « Tu partiras dans 15 minutes. Le trajet jusqu'au terrain d'aviation prendra environ 2 heures. L'avion a été livré hier soir, il est camouflé et prêt. Les contacts locaux ont confirmé que la zone est sécurisée pour le moment, mais ça peut changer à tout moment. » Il sortit une enveloppe de sa veste et la tendit à Élise. « Voici les coordonnées exactes du site d'atterrissage dans les montagnes, les fréquences radio pour contacter l'équipe au sol et les codes d'identification. Mémorise tout et brûle le papier avant de partir. » Et Élise? Il hésita, cherchant ses mots. « Si ça devient trop dangereux, si tu penses que tu ne peux pas réussir, abandonne. Reviens. Ces hommes comprendraient. Ils ne voudraient pas que tu meures en essayant de les sauver. » Élise prit l'enveloppe et regarda Maurice dans les yeux. « Je ne reviendrai pas sans eux, dit-elle simplement. Tous les 31 ou aucun. » C'était une promesse impossible, elle le savait, une promesse qu'elle n'avait peut-être pas la capacité de tenir. Mais c'était aussi la seule promesse qu'elle pouvait faire, la seule qui avait du sens dans un monde devenu fou. Maurice hocha la tête lentement, acceptant ses paroles pour ce qu'elles étaient, un serment fait par quelqu'un qui croyait encore qu'il était possible de faire la différence.
Le trajet jusqu'au terrain d'aviation caché se fit dans le silence tendu d'une camionnette qui transportait soi-disant des légumes, mais qui était en réalité équipée d'un compartiment secret où Élise était recroquevillée entre des caisses. La route était chaoteuse, chaque nid de poule envoyant des chocs à travers son corps, et elle compta les minutes en écoutant les bruits extérieurs filtrés à travers les parois de métal. À 2 reprises, le véhicule s'arrêta à des points de contrôle allemands, et Élise retint son souffle pendant que le conducteur échangeait quelques mots avec les soldats, montrait des papiers qui indiquaient qu'il était en route pour livrer des provisions à une ferme. Les 2 fois, après des moments qui semblaient durer une éternité, le véhicule fut autorisé à continuer, et Élise expira lentement, forçant son cœur à ralentir, forçant son esprit à rester calme et focalisé. Quand la camionnette s'arrêta finalement et que la porte arrière s'ouvrit, Élise cligna des yeux face à la lumière du jour et se déploya hors de son compartiment avec des membres engourdis. Elle se trouvait dans une clairière entourée d'arbres denses, et au centre de la clairière, camouflé sous des filets et des branches, se trouvait un Westland lisandé, son fuselage noir peint en mat pour réduire la visibilité nocturne, ses aileaux donnant à l'avion une silhouette distinctive qui était à la fois élégante et étrangement vulnérable sous son déguisement de branches. Un homme à l'air fatigué, le visage marqué par la graisse, s'approcha d'elle. C'était Julien, le mécanicien du réseau, un ancien pilote de l'armée de l'air qui avait trouvé sa place dans l'ombre, ses mains expertes maintenant les machines de guerre de la résistance. « Tout est en ordre, Élise, dit-il d'une voix rauque. Le réservoir est plein. Moteur vérifié 3 fois. Elle est prête. » Il lui tendit une petite gourde. « Prends ça, du café bien fort. Tu vas en avoir besoin. » Elle la prit, ses doigts effleurant les siens. « Merci, Julien, pour tout. » Il se contenta de hocher la tête, le regard lourd de compréhension. Il n'y avait plus rien à dire. Maurice s'approcha, son visage dur par la lumière déclinante. Les dernières informations nous disent que la patrouille allemande de la région passe à tourner vers minuit. Tu dois être sur la zone d'extraction et hors d'ici bien avant. Le contact au sol t'attendra. Il s'appelle le hibou. Il aura les hommes prêts. Souviens-toi, Élise, le plus important c'est le capitaine Dubois. Le reste, fais ce que tu peux. Sa connaissance des codes de communication de la Luftwaffe est cruciale. Sans lui, tout le réseau radio est en danger. La mention de Dubois ajouta un poids encore plus lourd à sa mission. Ce n'était pas seulement 31 vies, c'était potentiellement des centaines qui dépendaient de ce vol. « Je comprends », répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Sans un mot de plus, elle grimpa dans le cockpit étroit. L'odeur d'huile et de cuir usé l'enveloppa, un parfum familier qui la ramena à ses jours d'entraînement, une vie qui semblait appartenir à une autre personne. Elle ajusta son casque, vérifiant les instruments un par un, une rituel qu'elle connaissait par cœur. Altimètre, indicateur de vitesse, boussole, chaque aiguille immobile était une promesse silencieuse. Elle actionna le démarreur. Le moteur toussa, gronda, puis s'établit dans un ronronnement puissant qui fit vibrer toute la cellule de l'avion. Le son semblait assourdissant dans le silence de la clairière, une déclaration de guerre lancée au ciel nocturne. Julien et les autres reculèrent, leurs silhouettes se fondant dans l'ombre des arbres. Élise poussa les manettes des gaz. Le lisandé se mit à rouler, chaotique sur le terrain inégal, contournant les souches et les trous. Elle se concentra sur la fine traînée de terre qui lui servait de piste, ses yeux fixés sur l'obscurité grandissante à l'horizon. La vitesse augmenta, le vent sifflait autour du cockpit. Au dernier moment, elle tira doucement sur le manche. Elle sentit les roues quitter le sol, une secousse soudaine suivie d'une douceur presque irréelle. L'avion monta, s'élevant au-dessus des arbres, quittant la sécurité relative de la terre pour le danger infini du ciel. Elle fit un large cercle pour prendre de l'altitude, la clairière et les petites silhouettes de ses camarades devenant rapidement une tache sombre indistincte en contrebas. En dessous d'elle, Lyon scintillait comme un bijou malade, ses lumières contrôlées par le couvre-feu. Elle était seule, une âme dans une boîte de métal, traversant un ciel tenu par l'ennemi. Devant elle, à l'est, s'étendait l'Allemagne, et au-delà, les montagnes, et les 31 hommes qui l'attendaient.